Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 3 juin 2023. Cette semaine, on va revenir sur les dernières news en matière d'intelligence artificielle. Le créateur de ChatGPT qui fait des siennes, et Elon Musk aussi qui continue à faire parler de lui à propos de Twitter. Bien sûr, on verra ça avec Lisa de Bernard. Avec mes invités de la semaine, on va parler d'une étonnante technologie, un implant cérébral qui vient de redonner la marche à une personne paraplégique. Ce n'est pas chez Elon Musk que ça se passe, mais ici en France, du côté du CEA. On va s'intéresser aussi à ce cordon ombilical qui nous relie tous ou presque à Internet. La fibre optique, elle tisse sa toile en France, elle remplace peu à peu le cuivre et elle ne cesse de se moderniser. On verra ça avec l'opérateur Orange. Enfin, du côté de l'IA, on va parler d'enseignement. Qu'est-ce que ça change l'IA dans l'enseignement pour les étudiants, pour les enseignants? On verra ça avec un prof qui a intégré ChatGPT dans ses cours. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 80. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver après un léger break des vacances, une version courte il y a 15 jours et puis la semaine dernière, Monde Numérique Objectif 2050, chaque mois, focus sur les innovations au service de l'environnement. Donc cette semaine, on reprend la vitesse de croisière. Monde Numérique, chaque samedi, c'est 40 minutes de news et d'interviews consacrées au meilleur de la tech, parfois aussi au pire. Et si vous en voulez davantage, retrouvez l'hebdo en version premium, long format sur Apple Podcast, avec des interviews en intégralité dès le samedi matin. Avant de poursuivre aussi, un petit mot d'un service très sympa que j'ai découvert ou redécouvert récemment. Il s'agit du service On-Off Business qui permet de bénéficier de numéros de téléphone supplémentaires sans changer de carte SIM. Voilà, vous avez besoin d'un numéro ou de plusieurs numéros mobiles ou fixes pour votre activité professionnelle. Par exemple, si vous êtes indépendant ou une petite société, etc., c'est possible avec l'appli On-Off Business. Vous pouvez gérer véritablement toute une flotte de numéros avec plein de services, des SMS, une messagerie, des horaires de disponibilité et tout ça sans acheter la moindre carte SIM. C'est virtuel, c'est On-Off qui a été créé par le champion de roller, aujourd'hui entrepreneur Ty Chris. Alors je vous en dis un mot rapide parce que je l'utilise et je voulais lui donner comme ça un petit coup de pouce en passant. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. On commence avec une annonce dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une nouvelle publication choc, une mise en garde quasi apocalyptique contre l'IA dans une publication, une tribune aux États-Unis. Oui, c'est une mini-tribune puisqu'elle tient littéralement en une phrase et elle est à propos de l'expansion de l'intelligence artificielle qualifiée comme une priorité mondiale au même titre que d'autres risques tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Rien que ça, c'est une tribune qui a été publiée cette semaine par le Centre de sécurité de l'IA, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis. Et elle a été signée donc par plusieurs experts et chefs d'entreprise que l'on retrouvait déjà dans une tribune précédente. On retrouve notamment Sam Altman, le papa de ChatGPT. Et donc, comme je vous le disais, c'est une tribune qui n'est pas sans rappeler le moratoire demandé en mars dernier par une centaine d'experts de l'IA. Certains réclamaient une pause d'au moins 6 mois dans les recherches sur ce domaine, quand d'autres demandaient simplement un meilleur encadrement des recherches. En revanche, ils motivaient déjà leur demande par les risques majeurs pour l'humanité que représente l'IA. Ouais, c'est assez étrange, ces mises en garde comme ça, ces tribunes qui se succèdent et qui émanent comme par hasard d'entreprises en fait qui sont au premier rang et qui sont en train de développer de l'intelligence artificielle. Donc on sent qu'il y a quelque chose de pas net dans les motivations, sans doute pour limiter les ardeurs de certains pour des raisons économiques. Et puis certains, ils voient même des motivations idéologiques. C'est l'idée d'une grande IA généraliste avec derrière ces histoires de transhumanisme, long-termisme, etc. Vu d'Europe, c'est assez déroutant, donc ces tribunes à répétition. Alors justement, Sam Altman, le créateur, cofondateur de la société OpenAI, ChatGPT, était en Europe ces derniers jours. Petit tour d'Europe, comme un vrai chef d'État. Et ça a plutôt mal commencé parce que dans un premier temps, il a menacé de retirer ChatGPT du territoire européen. Effectivement,
C'est contre la nouvelle régulation européenne sur l'IA que Sam Altman était vent debout. L'EA Act, le futur règlement européen en la matière attendu pour 2025, qu'il jugeait trop contraignant. Et pour montrer son mécontentement, il a effectivement agité la carte de l'abandon du continent lors d'une conférence à Londres en début de semaine. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir le commissaire européen Thierry Breton, qui s'est empressé de tweeter à ce sujet, criant au chantage. Mais la situation a fini par s'apaiser puisque Sam Altman s'est finalement ravisé en cette fin de semaine, louant finalement la fructuosité de la semaine en matière de réflexion sur la manière de réguler l'IA en Europe et réaffirmant son envie de rester sur le vieux continent. Un retournement de situation qui, selon les dires de l'intéressé, serait en partie dû à ses échanges avec Emmanuel Macron lors de sa visite à Paris. Voilà, c'est un peu le « je t'aime moi non plus » entre les Américains et les Européens, notamment autour de l'IA. Cela dit, à propos du futur règlement européen sur l'IA, Sam Altman n'est pas le seul à le remettre en cause. Effectivement, et c'est en France que l'on gronde avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique, qui lui non plus n'est pas satisfait de la manière dont se dessine la future réglementation européenne, qu'il juge trop contraignante lui aussi, avec une inquiétude majeure, le risque de se faire distancer en la matière faute à un champ des possibles trop restreint. Dans sa ligne de mire, les potentielles obligations en matière d'audit et de transparence, puisque dans le cas où une intelligence artificielle présenterait des risques trop importants, notamment en matière de désinformation, des audits pourraient être effectués sur les bases de données utilisées par l'IA et le fonctionnement des algorithmes devrait être détaillé. Voilà, c'est bien de réglementer, mais il ne faut pas aller trop dans le détail, c'est ce que disent plusieurs personnes, parce que du coup, ça peut freiner l'innovation des entreprises. Et toujours dans le même ordre d'idées, c'est Twitter qui est également dans l'œil du cyclone, sous la menace d'un bannissement européen. Les Européens, et notamment les Français, pourraient-ils fermer la porte à Twitter ? Eh bien, on peut se poser la question, et avec une échéance très courte, le 25 août prochain, date à laquelle les grandes plateformes en ligne devront se conformer au DSA, le Digital Services Act, ce règlement européen sur les services numériques, qui obligera les plateformes comptabilisant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs en Europe à lutter activement contre la désinformation. Et donc, parmi leurs obligations, on retrouvera notamment un audit annuel indépendant pour s'assurer qu'elles luttent bien contre les fake news, mais également l'obligation d'améliorer leurs outils de modération ou encore d'ouvrir leurs algorithmes à des experts de l'UE. Encore donc ces histoires d'audit et de transparence qui semblent poser problème. Des obligations auxquelles Elon Musk ne semble pas prêt de se conformer, puisque nous avons appris cette semaine par Thierry Breton que Twitter se retirait du code de bonne pratique de l'UE en matière de désinformation. Oui, ça c'est vrai que c'est pas passé inaperçu. Alors pourquoi il s'en est affranchi et en fait c'est quoi ce code ? Eh bien, c'est un texte qui a été signé en 2018 de manière totalement volontaire par les principales plateformes et qui regroupe une quarantaine de recommandations. Un texte qui finalement deviendra au mois d'août une obligation par le biais du DSA et qui visiblement pose problème à Elon Musk. Rien d'étonnant dans la mesure où depuis son rachat, le réseau social a bénéficié d'une politique plutôt souple en matière de modération de contenu, ouvrant la voie à du contenu propagandiste, entre autres choses. Et pour ne rien arranger, Twitter a clairement fait savoir qu'il ne serait pas conforme d'ici la date fatidique du 25 août, réaffirmant dans un même temps sa volonté de laisser ses utilisateurs profiter pleinement de leur liberté d'expression, conformément à la règle constitutionnelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est pour toutes ces raisons que Jean-Noël Barrot, encore lui notre ministre délégué au numérique, a officiellement menacé l'oiseau bleu. Voilà, réponse dans quelques semaines, probablement. Merci beaucoup Lisa de Bernard pour l'actu de la semaine. Chaque samedi dans Monde Numérique, on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci Jérôme et à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, allez, 2 innovations pour le prix d'une. C'est d'abord le nouveau casque de réalité virtuelle du groupe Meta. C'est le MetaQuest 3 dévoilé tout récemment, le 1er juin. Qu'est-ce qu'il a de neuf ? Il est 40% plus léger, 2 fois plus puissant que le Quest 2 et
Surtout 2 fois moins cher que le Quest Pro, puisqu'il devrait coûter moins de 600 € lorsqu'il sortira à l'automne prochain. Le Meta Quest 3 se situe donc entre les deux. Il est destiné en priorité au gaming, aux jeux vidéo. On sait que Meta ne ménage pas ses efforts pour tenter de mettre au point, d'inventer le casque parfait de réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est toujours le projet métavers de Mark Zuckerberg, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas enterré du tout. Voilà donc pour ce Quest 3. Autre innovation, donc, peut-être plus disruptive encore, c'est un ordinateur portable en réalité augmentée, le premier laptop AR. Alors Kezako, il s'appelle le Space Top et il vient d'une start-up israélienne qui s'appelle Sightful. En fait, il s'agit d'une sorte d'ordinateur portable mais sans écran, car l'écran est remplacé par une paire de lunettes connectées, reliées à l'appareil. Vous chaussez les lunettes et là vous allez vous retrouver avec l'équivalent d'un écran vidéo de 100 pouces devant les yeux. 100 pouces c'est immense, quand on sait que les plus grands écrans de télé actuels par exemple font dans les 70-75 pouces et que les écrans standards d'ordinateurs portables font plutôt dans les 14 ou 17 pouces maximum. Donc 100 pouces, là c'est une surface d'affichage gigantesque, légèrement courbe autour de vous, et elle flotte devant vos yeux. Vous allez pouvoir afficher une image géante ou bien plusieurs fenêtres de travail, différentes applications que vous allez lancer simultanément. En fait, c'est comme si vous aviez plein d'ordinateurs devant les yeux sur votre bureau. C'est de la réalité augmentée, car on n'est pas totalement coupé du monde lorsqu'on porte les lunettes. Les écrans en question, les écrans virtuels, s'affichent en surimpression par-dessus le monde réel. Cette start-up Sightful a été fondée par d'anciens employés de Magic Leap. Rappelez-vous, Magic Leap, start-up californienne qui a déjà sorti des lunettes de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et il travaille sur ce projet depuis 3 ans, explique-t-il. Bon, l'ordinateur est pas très lourd, il fait à peu près le poids d'un ordinateur classique. On peut donc le transporter facilement et il aurait une autonomie d'environ 5 heures. À quoi ça sert, un ordinateur avec un écran virtuel ? Eh bien, la vidéo de présentation montre une personne qui travaille dans un camping-car, c'est-à-dire dans un espace réduit, mais qui ainsi peut bénéficier d'un immense espace de travail virtuel. Bon, le fait est qu'on ne travaille pas tous dans des camping-cars, mais en revanche, par exemple, dans un café, eh bien, ça vous permet d'avoir un environnement de travail gigantesque et en plus confidentiel, car personne ne voit ce qui s'affiche sur vos écrans. Reste la question du confort d'utilisation, et d'après la presse américaine qui l'a testé, eh bien, avec une résolution vidéo de 1080p pour chaque œil, ce ne serait pas trop mauvais, aussi bien pour l'affichage du texte que des schémas suffisamment nets et clairs, apparemment, pour travailler dessus durant de longs moments. Bon, c'est intéressant à savoir parce que ce concept d'écran virtuel, en général, ça pose plutôt des problèmes de définition d'image et puis aussi une gêne parce qu'en fait, nous, avec nos yeux, on passe notre temps à faire de l'accommodation en permanence quand on est devant un écran classique. Et là, dans le virtuel, c'est pas aussi simple. Le Space Top, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc, est déjà fonctionnel. Il est vendu $2000 sur le site de Sightful, mais il n'y en a pas pour tout le monde apparemment. C'est premier arrivé, premier servi. En tout cas, c'est intéressant parce que ça rappelle d'une part le concept de PC virtuel qui a en fait déjà été développé un peu par Meta, par Mark Zuckerberg, dans le cadre du métavers. On peut faire un peu la même chose avec les casques Oculus, même si c'est moins sophistiqué. Et puis, on attend ce mois-ci en principe le fameux casque ou masque de réalité virtuelle d'Apple qui pourrait être présenté lundi prochain lors de la keynote d'ouverture de la WWDC. Si nous passions maintenant aux interviews de Monde Numérique, chaque semaine, des invités pour aller plus loin, pour découvrir ou pour mieux comprendre les innovations technologiques. On parle dans cet épisode de fibre optique, d'intelligence artificielle, mais avant cela tout de suite, d'implants connectés. Monde Numérique, le meilleur de la tech. Implanter des circuits électroniques dans le cerveau pour soigner certaines maladies, certains handicaps. On parle beaucoup à ce sujet de la société américaine Neuralink, d'Elon Musk, qui vient d'ailleurs de recevoir aux États-Unis l'autorisation de procéder à des tests sur les humains. Mais en attendant, c'est en Europe qu'a eu lieu récemment une première mondiale. Un implant cérébral qui a redonné l'usage de ses jambes à une personne paraplégique. Un petit miracle rendu possible grâce à des recherches menées au CEA. On en parle avec mon invité. Bonjour Guillaume Charvet.
Bonjour. Vous êtes responsable du programme Interface Cerveau-Machine au CEA. Vous allez donc nous parler de cette première mondiale, ce dispositif incroyable qui a été implanté chez une personne paraplégique pour lui redonner l'usage de ses jambes, lui redonner la marche. C'est quasiment biblique comme scène. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors tout à fait, en fait, l'objectif est d'abord de venir capter l'activité électrique à la surface du cortex, du cerveau, grâce à des implants qui ont été développés au CEA et qui permettent d'enregistrer cette activité électrique. Avec des électrodes, il y a 64 électrodes qui enregistrent cette activité électrique à la surface du cerveau. On mesure des signaux de très faible amplitude. Les données sont ensuite transférées de manière sans fil grâce à des antennes, puisque ce système est totalement implanté dans la boîte crânienne, et les données sont ensuite transmises de manière sans fil à travers la peau vers un ordinateur qui va les décoder en temps réel, et l'objectif est ainsi de décoder les intentions de mouvement de marche du patient. Ces intentions sont ensuite converties en séquences de stimulation qui sont appliquées au niveau de la moelle épinière, donc une stimulation électrique, qui va permettre de réactiver les muscles des jambes, permettant ainsi au patient de remarcher selon sa propre volonté. Alors, ça ressemble à... C'est quand même assez gros, c'est la taille on va dire, une très grosse pièce de monnaie. 5 cm de diamètre. Ouais. Et donc ça, c'est implanté dans la boîte crânienne ? Exactement. Alors, on peut le voir sur la représentation ici. Dans la boîte crânienne, ici, vous voyez un modèle de cerveau, de crâne. Et on vient placer donc l'implant à la place du morceau d'os qui a été enlevé de 5 cm de diamètre de la manière suivante. L'objectif est de couvrir la zone corticale correspondant au mouvement des jambes, puisqu'il y a des zones précises dans le cerveau et c'est sur cette zone-là qu'on a placé les implants. Alors on sait que le cerveau, effectivement, ce sont des impulsions électriques en permanence, mais comment capter ces impulsions et savoir que elles sont là pour faire fonctionner les jambes? Je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à identifier les signaux qui activent le mouvement des jambes? Alors pour ça, en fait, on va utiliser des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc en fait, on va, pour interpréter cette activité électrique qui est générée lorsque le patient, par exemple, va penser à lever la jambe droite, il va falloir qu'on la convertisse ensuite en mouvement, en intention de mouvement. Et donc, pour ça, en fait, on va utiliser ces algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle pour faire le lien et comprendre cette activité électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On va entraîner le patient, on va calibrer un modèle de décodage permettant d'interpréter cette activité. Donc, ce modèle de décodage, c'est quoi ? C'est tout simplement une table de correspondance entre l'activité électrique mesurée et l'intention de mouvement du patient. Est-ce que ça veut dire que le patient doit se concentrer, penser très fort à marcher, ou c'est pour lui aussi naturel que pour une personne valide ? Alors au début, le patient, bien entendu, il a dû se concentrer pour réaliser ce qu'on appelle des tâches mentales. La tâche mentale, c'est par exemple lever la hanche droite, lever la hanche gauche, ou la jambe droite, la jambe gauche. Donc pour créer justement ce fameux modèle de décodage. Puis, au fil des entraînements, il s'est entraîné à répéter ces tâches mentales. Et par exemple, aujourd'hui, le patient, il peut très bien marcher et parler en même temps. Donc réaliser d'autres tâches mentales, puisque cette tâche de marche, il l'a internalisée pour qu'il puisse réaliser d'autres tâches de la vie quotidienne en parallèle de ces tâches mentales de marche. Mais alors ça paraît fantastique et ça ouvre un champ de possibilités incroyable, ça a donné énormément d'espoir à beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être déployé à grande échelle pour beaucoup plus de monde ? Alors aujourd'hui, on est sur un essai clinique de preuve de concept. On a montré la faisabilité de cette technologie d'interface cerveau-moelle épinière sur ce premier patient. Nous devons poursuivre cet essai clinique pour montrer cela sur un petit groupe de patients, un petit nombre de patients, pour arriver à montrer que c'est reproductible. Et à l'échelle dans quelques années, il reste encore, à mon avis, encore plusieurs années de recherche pour fiabiliser le système et étendre les essais cliniques
pour que à terme, ce système puisse être utilisé par un plus grand nombre de patients. Et le futur, ça pourrait être quoi ? On pourrait aller vers d'autres développements. À quoi vous réfléchissez aujourd'hui ? Alors, on est déjà, bien entendu, à anticiper et préparer l'utilisation de cette technologie pour d'autres indications. Donc, en particulier, on a obtenu récemment les autorisations des autorités suisses pour démarrer un nouvel essai clinique, cette fois-ci en utilisant cette technologie pour permettre cette fois-ci à des patients tétraplégiques de contrôler le mouvement de leurs membres supérieurs, dont leurs bras. Et l'objectif est de pouvoir cette fois-ci capter l'activité électrique correspondant au mouvement des bras et des mains en plaçant les implants sur la zone corticale correspondant à ces tâches d'activité d'imagination, de mouvement des bras et des mains, et combiné à une stimulation qui est passée au niveau de la moelle épinière et au niveau cervical, ce qui permet de contrôler le mouvement des bras. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur le capteur lui-même, enfin l'implant que vous avez développé c'est composé de quoi ? Quel a été le chemin technologique pour arriver là ? Alors le dispositif, donc cet implant, c'est une technologie qui a été développée au CEA. Ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille sur cette technologie, puisqu'elle est composée d'une matrice d'électrodes, mais à l'intérieur, il y a une électronique avec des circuits intégrés qui permettent d'amplifier les signaux, des signaux de très faible amplitude. On mesure des signaux entre 10 et 100 microvolts, donc c'est correspond à des signaux correspondant à l'activité cérébrale mesurée à la surface du cerveau. Également, il y a des systèmes de communication sans fil, et tout ça, bien entendu, doit fonctionner dans cet implant et de manière sans fil. Également, cet implant, il est télalimenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc on n'a pas de problématique de durée de vie du système. Ce système-là peut fonctionner plusieurs années. D'ailleurs, on a un patient à Clinatec qui a été implanté il y a plus de 5 ans et dont les implants fonctionnent toujours. Il faut dire malgré tout qu'il faut un dispositif ou un ordinateur connecté à cet implant pour que ça puisse fonctionner. Alors bien entendu, la partie décodage de l'activité cérébrale est faite pour l'instant sur un ordinateur sur lequel on a les fameux algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle qui vont décoder ces signaux. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on a pu faire, c'est que cet ordinateur... Donc l'ordinateur, il faut le transporter. Il faut le transporter. On a travaillé pour optimiser la taille, bien sûr, de l'ordinateur, un ordinateur qui a nécessité d'avoir une certaine puissance. Et aujourd'hui, cet ordinateur a été placé sur le déambulateur lui-même du patient et le patient utilise le système chez lui, à son domicile, depuis plusieurs mois. Donc c'est la première fois qu'on a un patient qui utilise une interface cerveau-moelle épinière chez lui dans le cadre de ses activités quotidiennes. Et pour la suite, ce qu'on anticipe, c'est de pouvoir encore réduire la taille, puisque aujourd'hui, voilà, c'est un système qui se met sur un déambulateur, mais l'objectif, c'est d'arriver, par exemple, à avoir le système à la ceinture. Et pour ça, l'objectif, c'est de passer de cet ordinateur à une simple puce électronique. Et en particulier au CEA, on a des compétences dans le domaine de la microélectronique pour pouvoir réaliser ce type de travaux permettant de réduire la taille et la consommation du système. Impressionnant. Merci beaucoup, Guillaume Charvet, responsable du programme Interface Cerveau-Machine au CEA. « 70% des foyers français sont désormais raccordés à Internet par la fibre, ce qui fait de la France un pays plutôt en pointe dans ce domaine. La fibre remplace peu à peu le réseau cuivre et l'avantage, c'est qu'il s'agit d'une technologie qui peut évoluer et qui va évoluer dans les années à venir. Alors qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce que ça va changer ? On en parle dans le cadre du rendez-vous mensuel avec les chercheurs du groupe Orange, partenaire de Monde Numérique. Bonjour Gilles Bourdon. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange. Cette fibre qui maintenant fait partie de notre vie quotidienne, quasiment, alors sauf pour ceux qui l'attendent encore d'ailleurs, mais cette fibre qui ne cesse de se moderniser. La fibre, c'est vraiment synonyme de haut débit et même demain de très haut débit. Qu'est-ce que vous préparez chez Orange dans vos labos pour améliorer encore ce cordon ombilical qui nous relie à Internet aujourd'hui ? Alors tout d'abord, la fibre, c'est d'ores et déjà un véritable succès. Pour le groupe Orange, on a déployé pas loin de 60% du territoire français avec la fibre, rien que pour Orange. Et
par rapport à nos compétiteurs en Europe, on a déployé plus de fibres que nos 3 compétiteurs qui nous suivent cumulés. Donc, c'est déjà l'actualité et c'est déjà le présent. Et effectivement, on est obligé de se projeter dans le futur avec une évolution progressive des débits à l'accès que l'on propose à nos clients. À l'heure actuelle, chez Orange, l'offre de haut de gamme leur permet d'atteindre 2 gigabits en descendant, et demain, on leur prépare des offres qui permettront, avec des technologies qui permettront d'aller jusqu'à 10 gigabits, comme on le fait d'ores et déjà en Espagne. 10 gigabits à la maison. Alors bon, on va passer sur la question de à quoi ça peut servir. Certains vous diront, ouais, c'est trop, etc. En fait, on s'aperçoit que plus il y a du débit et plus on trouve des utilisations, de toute manière. L'intérêt, c'est aussi de connecter un grand nombre d'appareils. Mais comment est-ce que vous arrivez à transformer la fibre ? Ce serait la même fibre optique, c'est-à-dire le même réseau qui va se bonifier en quelque sorte ? Exactement. En fait, c'est exactement la même fibre optique, ce dont on parle. Ce qui va changer, ce sont les équipements à l'accès. On a des équipements que l'on appelle des OLT, finalement, qui sont l'équivalent, pour ceux qui connaissaient, des DSLAM dans le monde du cuivre. Et cela, évidemment, on va être obligé de les faire évoluer. Au même titre que les personnes qui voudront avoir un débit plus élevé devront faire évoluer leurs équipements à la maison. Mais pour autant, on ne change pas la fibre et les clients qui veulent rester sur une fibre classique pourront continuer à utiliser leur offre fibre classique. Voilà, donc il n'y a pas de nouvelle fibre, on en reste sur une installation identique. On doit juste changer les équipements aux extrémités pour les clients qui veulent plus de débit. Vous avez l'air de dire que les potentialités de la fibre elle-même sont quasi infinies. Oui, elles sont gigantesques et nous, Orange, en tant qu'opérateur, c'est ce qui nous importe, c'est aussi d'utiliser nos infrastructures fibres le plus longtemps possible. Et donc, c'est d'aller explorer le maximum de leur potentiel. On veut être certain que quand on déploie de la fibre optique, qu'on enterre un câble de fibre optique, on veut que ça dure longtemps. Plusieurs dizaines d'années, 40 ans potentiellement. Et donc, quand on voit l'évolution des débits par la meilleure qualité technologique des équipements d'extrémité, on doit s'assurer effectivement que les fibres optiques en tant que telles, en tant que fibres de silice, soient capables de supporter le maximum de débit sur du très long terme. Alors, vous nous faites rêver avec un débit, par exemple, de 10 gigabits par seconde. On pourrait aller jusqu'où avec la fibre ? Alors, en standardisation, on a déjà défini le 50 gigabits. Voilà, donc c'est déjà une réalité dans les laboratoires, avec des équipements, on va dire, prototypes qui permettent d'aller jusque-là. On en a, et on sait que ça fonctionne. On a également ouvert en standardisation des chantiers qui permettent d'aller jusqu'à 100 gigas. Donc, le potentiel, il est très élevé sur le long terme, sans aucun doute. Mais est-ce que le matériau fibre pourrait lui aussi évoluer ? Oui, le matériau fibre peut évoluer. Alors, comme je le disais précédemment, on est attentif à utiliser le matériau actuel le plus longtemps possible en allant chercher le maximum des performances qu'il est capable de rendre. Maintenant, la fibre, le domaine de la fibre optique en tant que tel évolue aussi technologiquement, avec des matériaux nouveaux, avec des conceptions nouvelles de fibres. Je peux par exemple évoquer des fibres creuses. Actuellement, une fibre optique, si vous voyez un peu comment c'est fait, vous avez une gaine et puis vous avez un cœur. Et c'est finalement au sein de ce cœur que l'onde lumineuse est transportée. Demain, avec une fibre creuse à l'intérieur, c'est pas du vide, mais c'est de l'air, et permet finalement de transporter le signal avec moins de distorsion et aussi d'aller plus vite. Parce que le milieu de silice actuel dans lequel on transporte la fibre permet, on va dire, d'atteindre à peu près les 3/4 de la vitesse de la lumière. À partir du moment où vous êtes en champ libre, quand vous êtes dans l'air, vous atteignez par définition la vitesse de la lumière, donc vous pouvez aller un peu plus vite, ce qui peut avoir un intérêt pour des usages très particuliers, très spécialisés. Donc la fibre, oui, est une technologie qui, en tant que telle, évolue continuellement. Merci beaucoup. Gilles Bourdon, directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange. Merci.
Et si nous parlions un peu d'intelligence artificielle et de ChatGPT il y avait longtemps? Comment utiliser ChatGPT dans l'enseignement? Faut-il interdire l'IA dans les facs et les écoles ou au contraire apprivoiser ces nouveaux outils et les utiliser dans la formation? On en parle avec mon troisième invité de la semaine. Bonjour Alain Goudet. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à Neoma Business School. On a beaucoup parlé dès l'apparition de ChatGPT, de l'impact que ça pourrait avoir sur l'enseignement. Comment est-ce que vous avez intégré, vous, ChatGPT, par exemple ? Aujourd'hui, à Neoma, en fait, on est un acteur de l'enseignement en management particulièrement tourné sur l'innovation. Donc, typiquement, tous nos étudiants du programme Grande École en première année suivent un cours qui s'appelle Digital Literacy for Disruptive Innovations. C'est un cours dans lequel on va traiter en fait de 4 grandes technologies qu'on a qualifiées de rupture. La première, ce sont les technologies immersives / métavers, donc j'y mets réalité virtuelle, augmentée, monde persistant, etc. La deuxième, c'est tout ce qui va relever en fait de l'Internet des objets et de la Smart City. La troisième grande brique technologique qu'on explore, c'est l'intelligence artificielle et la robotique. Et la dernière, c'est l'informatique quantique. Pourquoi on a choisi ces 4 grandes briques technologiques ? C'est tout simplement qu'on considère qu'elles ont chacune un potentiel tant au niveau individuel, organisationnel que sociétal de modification de beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, elles redistribuent vraiment les cartes du fonctionnement de la société humaine. Vous avez écrit dans un article, si ChatGPT réussit l'examen, c'est qu'il faut changer l'examen. Oui, ça peut aller très loin, ça. Mais bien sûr que ça peut aller très loin. Mais pour autant, de le formuler comme ça, ça soulève plein de questions. Quand on regarde les statistiques d'OpenAI sur les performances de GPT-4 sur un certain nombre d'examens, en fait, les statistiques font que quand on était sur la version 3, voire 3.5, en gros, le taux de réussite positionnait l'outil dans les 10% d'étudiants les moins bons sur un certain nombre d'examens. GPT-4, ça positionne l'outil dans les 10% les meilleurs. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser sur le design même de l'examen. Qu'est-ce qu'on utilise comme modalité et puis qu'est-ce qu'on évalue comme compétence ? Puisqu'un examen, ça vise quand même à évaluer un niveau et donc, a priori, un certain niveau de compétence. Clairement, si on est sur une évaluation de choses relatives plutôt à la mémorisation et pas de chance très littéraire, là pour le coup, les performances d'un outil comme ChatGPT sont phénoménales. Donc là, évidemment, il faut faire évoluer l'examen un peu au-delà probablement de simplement son design pour se reposer les questions de mais au fond, qu'est-ce que je cherche à évaluer précisément avec cet examen ou avec cet exercice. Donc, en fait, ce qu'apporte l'outil, c'est que ça vient questionner en profondeur plusieurs choses dans le monde de l'enseignement, le rôle du prof, on en a parlé, mais ça vient également questionner les processus d'évaluation, les méthodes d'évaluation et même les raisons d'être d'un certain nombre d'évaluations. C'est là où la révolution risque peut-être d'être la plus profonde. C'est-à-dire que c'est une remise en question des pédagogies même et des examens, quels qu'ils soient, des examens et des concours. Vous avez des exemples déjà qui vous ont permis de toucher du doigt la manière dont tout cela va évoluer? En termes d'exemples, il y a des choses déjà qu'on peut faire évoluer. Typiquement, admettons même qu'on soit sur un exercice de type dissertation. Allez, je vais prendre un exercice de bac de français, dissertation français. Bon. On est prof de français aujourd'hui, on demande une dissertation réalisée à la maison, on va pas se mentir, peut-être 80%, voire 90% des élèves risquent d'utiliser un outil comme ChatGPT. Bon, le premier réflexe, ça serait de se dire « Ah bah oui, mais du coup, il y a une inégalité parce qu'il y en a qui vont pas l'utiliser. » Ok, mais en fait, l'inégalité, elle est déjà préexistante parce que il n'est pas rare qu'un certain nombre d'élèves demandent à minima conseil à leurs parents ou à leurs grands frères, grandes sœurs, etc. Donc, les biais existaient déjà. Finalement, moi là-dessus, j'ai plutôt envie de prendre le contre-pied. Si on a un outil qui est aujourd'hui accessible gratuitement et qui permet quelque part de remettre un peu d'égalité justement sur ce sujet-là, c'est pas forcément inintéressant. En tout cas, je l'amène comme question. C'est pas forcément un élément d'inégalité, mais peut-être plutôt un outil
de rééquilibrage et d'une certaine forme d'équité. Ça, c'est le premier élément. Mais donc, du coup, on est prof de français, on demande une dissertation. On peut inclure, en fait, l'outil comme étant partie prenante du processus d'évaluation. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir le résultat, c'est-à-dire la dissertation, ou de faire travailler l'élève sur le processus qui amène à produire le résultat ? Dans mes cours, je m'intéresse davantage au processus qui amène au résultat plutôt qu'au résultat lui-même. Parce que c'est ce processus-là qui va suivre toute sa vie durant l'élève, l'étudiant, dans son futur professionnel. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? S'il sait utiliser correctement ChatGPT par rapport à la demande, par rapport à l'enjeu lui-même, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, à partir du moment où on va mobiliser l'outil pour produire un résultat qui finalement va être meilleur que ce qui aurait été produit initialement, je trouve que c'est plutôt pertinent. En revanche, donc le bon cas d'usage, c'est justement de tester l'outil, de voir s'il est capable sur tel ou tel sujet d'écrire une structure, voire de commencer à donner un certain nombre d'éléments, d'idées, d'argumentaires, de contre-argumentaires. Enfin, j'ai publié sur Twitter notamment quelques méthodologies pour itérer sur ce type de sujet. Il y a une dynamique qui est hyper intéressante, qui est de demander à ChatGPT d'écrire un paragraphe expliquant pourquoi tel sujet est particulièrement pertinent et vrai. Et puis, la requête suivante, c'est lui dire, maintenant que tu m'as écrit cet argumentaire-là, écris un argumentaire pour contredire et prendre le parti pris opposé. Et si on itère comme ça plusieurs fois, on explore vraiment, finalement, les limites d'un raisonnement, des idées, et on commence à se plonger, du coup, sur qu'est-ce qui tient réellement la route, qu'est-ce qui est artificiel au sens, non, pas vraiment pertinent. Et l'intelligence humaine, ça va être justement cette capacité à trier les éléments qui sont pertinents et les éléments qui le sont moins. Donc là, on voit bien que si on positionne l'outil de cette manière-là, c'est plutôt pertinent comme approche, et on est loin du je rentre une commande, une consigne, une requête, et j'ai une solution prête à l'emploi. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment le truc contre lequel il faut se battre. J'ai aussi publié un tweet sur le copier-coller où les gens oublient même d'enlever régénérer une réponse. Ça, on voit bien que c'est le mauvais usage. Et ça, effectivement, il faut se battre contre ça. Oui, le bouton qui est en bas, là. Mais oui, parce que le problème, c'est que si on se dit, je fais une requête, j'ai une réponse prête à l'emploi, là, pour le coup, le risque majeur, c'est un risque clairement d'appauvrissement de la capacité de réflexion, du diagnostic critique, de l'analyse, en fait, sur la réponse qui est apportée. Et justement, c'est aussi notre rôle de former par rapport à ça, parce que dans les discussions que j'ai pu avoir avec les étudiants de Neoma, c'est de leur expliquer qu'on parle d'un modèle de langage. Et il faut avoir en tête que derrière un langage, il y a une culture, et que derrière une culture, il y a une vision du monde. Donc, il y a des biais, il y a des partis pris, et c'est une vision qui est, comme toute vision, forcément parcellaire. Alain Goudet, c'est peut-être la première question que j'aurais dû vous poser, puisqu'elle s'est posée assez vite. Faut-il interdire ChatGPT dans l'éducation ? C'est utopique. La faisabilité technique d'interdire, déjà, c'est pas possible. Et puis après, il y a la pertinence d'interdire. Quand on regarde, je me réfère là de nouveau au rapport du Forum mondial de l'économie sur Future of Work, qui est sorti le 1er mai, à se demander s'ils ont fait exprès, 2023. En gros, ils expliquent assez vite dans le rapport que 75% des entreprises vont aller utiliser de l'IA. Et dans cette brique IA, il y a évidemment cette technologie plus spécifique de l'IA générative. On voit aussi clairement qu'un certain nombre de décisions d'entreprises sont prises en fonction de cette technologie-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, dans le futur professionnel de beaucoup de personnes, cette technologie-là sera présente. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est finalement, est-ce qu'il faut faire comme si ça n'existait pas ? Et du coup, on interdit. Ou est-ce qu'il faut plutôt développer un bon usage de cette technologie-là et du coup, former et entraîner nos étudiants et nos futurs professionnels à avoir un bon usage de cette technologie-là. Et moi, je préfère clairement cette option. Et ça nous amène quand même à un troisième élément qui est aujourd'hui un élément majeur, puisque j'ai expliqué qu'il y a énormément de biais dans tous ces modèles de langage et ces technologies d'IA générative. Moi, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que finalement, on n'est pas un modèle européen
ou français, qu'on puisse utiliser dans l'enseignement, qu'il soit supérieur ou pas, qui soit respectueux du règlement de protection de la vie privée, donc du RGPD, qui soit transparent sur les choix des sources qui ont été sélectionnées. Alors à chaque fois on me dit mais si, il y a Bloom, mais bon, je l'ai testé, Bloom, j'ai vu un certain nombre de résultats, c'est quand même assez loin de ce que GPT-4 est aujourd'hui capable de produire. Donc en fait, il nous faudrait le Bloom d'aujourd'hui. Alors il y a Mistral AI qui arrive. Oui, j'ai vu Mistral AI. Mais je pense qu'il y a en plus de ça, il y a une vraie opportunité, parce que pour la première fois, on aurait à l'échelle européenne la possibilité de faire de nos 27 cultures une vraie force. Parce qu'on pourrait nourrir cette IA de 27 langues, de 27 regards sur le monde, et du coup, on aurait une richesse en fait absolument colossale à partir du moment où on est en capacité technique de se mettre en situation de produire ce type de technologie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est même pas forcément très cher. Eh bien, merci pour ces éclairages. Alain Goudet, directeur général et professeur à Neoma Business School. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo, épisode numéro 90. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci encore pour votre fidélité. Merci de vous abonner à ce podcast, de le faire connaître et surtout de déposer des petites notes sur les plateformes d'écoute, les petites étoiles et des messages également. Ça fait toujours très très plaisir. Je suis ravi de vous concocter chaque semaine ce rendez-vous. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous aimeriez entendre ou ce que vous aimez plus ou moins. Sur les réseaux sociaux, je suis facile à trouver, ou bien par mail, même via le site mondenumérique.info. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera encore d'intelligence artificielle, sujet absolument incontournable, mais dans un tout autre domaine, celui des médias et celui de la voix notamment. La semaine prochaine, il y aura des annonces Apple également, qu'on débriefera ensemble. Et puis, la semaine d'après, eh bien, ce sera le grand rendez-vous Vivatech, le salon des technologies à Paris, où j'aurai le plaisir de me rendre pour vous et de vous concocter une émission spéciale Vivatech qui sera enregistrée sur place. Voilà, n'hésitez pas à consulter le fil du podcast Monde Numérique. Il y a plein d'épisodes que vous n'avez peut-être pas écoutés et l'avantage, c'est qu'ils sont encore d'actualité. On se retrouve dans une semaine. Salut!